je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Et d'ouvrir une box après 4 jours de formation. Mais vous comprenez comme moi que c'est complètement débile. Le monde du CrossFit a engendré 4 milliards de dollars. Dans le monde du sport, le CrossFit est considéré comme particulièrement douloureux. En Suisse, les coachs qui enquêtent sur ce sport sont membres d'un organisme de formation spécial pour les coachs et les passionnés de sport. Voici leur histoire. C'est un sport qui peut amener énormément d'émotions, autant d'émotions qui peuvent partir dans tous les sens. La rage de vouloir dominer, la frustration de ne pas passer un mouvement ou un RP, un record personnel, la fierté du dépassement de soi, l'ivresse des encouragements de la team, mais aussi les douleurs, les blessures, dues au mouvement répété. 2 issues au final, bouger dans le plaisir ou souffrir dans la douleur. Les dangers du CrossFit sont-ils réels? Est-ce que le CrossFit est un sport dans lequel on se blesse plus facilement comparativement aux autres sports de la même catégorie? Si c'est le cas, d'après vous, pourquoi? Que pourrait-on changer pour améliorer ce sport digne d'intérêt qui a toute sa place dans la préparation physique et dans le monde de l'entraînement, mais qui montre parfois de nombreux excès? Bienvenue à tous dans ce 2e épisode dans la tête d'un coach. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le CrossFit et ce qui semble être la réalité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, aucun souci avec ça. Mais dans ce cas-là, restez courtois et amenez des arguments comme je vais essayer de le faire au travers cette vidéo. Essayez de rester objectif sur ce que j'amène comme information parce que moi, j'essaye de l'être autant que possible. Maintenant que c'est dit, commençons la vidéo. Alors, pourquoi le CrossFit est un danger? Non, ici, le mot danger n'est pas du tout lié au taux de blessure. Même si on a l'impression que beaucoup de CrossFitters se blessent ou se sont blessés, la science nous montre que le taux de blessure n'est pas plus élevé que dans des sports équivalents comme la gymnastique, l'haltérophilie ou le powerlifting. Si on le compare au football et au rugby, le taux de blessure est inférieur. Mais vous comprenez comme moi que c'est complètement débile de comparer un sport où vous êtes seul face à votre barre par rapport à des sports dans lesquels vous avez des changements de direction, des contacts et énormément de paramètres extérieurs à prendre en compte. D'un côté, vous n'avez pas d'adaptation à avoir et l'information n'est pas aléatoire. De l'autre côté, énormément d'adaptation à avoir parce que énormément d'informations aléatoires. Donc, comparer une pomme et une poire sous prétexte que ce sont 2 fruits n'a aucun sens. Donc, selon cette dernière revue systématique de 2022, le taux de blessure dans le CrossFit n'est pas supérieur aux différents sports qui l'intègrent dans sa technique d'entraînement, à savoir gymnastique, haltérophilie et powerlifting. Je laisserai la comparaison entre le CrossFit et la course à pied de côté, puisque, à nouveau, elle n'a aucun sens à titre comparatif, puisque la course à pied comporte un nombre beaucoup plus important de pratiquants par rapport au CrossFit. Bon si dans le titre j'utilise le mot danger et qu'il n'est pas relié au taux de blessure, à quoi fait-il référence? Eh bien pour moi le mot danger est lié aux 5 paramètres qui vont suivre. Je vous propose de les identifier, de vous les expliquer, mais surtout de vous apporter des solutions concrètes applicables directement sur le terrain pour que ce sport puisse retrouver toute sa puissance dans la santé. Le principe de progressivité tombe sous le sens et pourtant il n'est pas toujours respecté ou du moins pas toujours de la bonne manière. La progressivité sous-tend de partir du simple pour aller vers le complexe, du lent vers le rapide, du court vers le long. Autrement dit, il sous-tend un apprentissage du soulevé de terre avec le bâton pour mener, par exemple, jusqu'au clean and jerk. Et ce qui m'étonne toujours, pour avoir pratiqué la gymnastique pendant un long moment et avoir encadré des gymnastes en compétition, je peux vous assurer que apprendre un mouvement de gymnastique met beaucoup de temps. Alors pour 2 raisons. La première, c'est simplement que la gymnastique étant codé, et qui dit codé dit code de pointage que vous devez absolument respecter. Autrement dit, une flexion d'orteil peut vous amener des points en moins, ce qui amène évidemment un apprentissage beaucoup plus long. Le CrossFit, lui, n'est pas codé. Donc l'apprentissage, évidemment, est plus rapide. Mais la deuxième raison, c'est que le mouvement doit être le moins énergivore possible, vous demandez le moins d'énergie, parce que lorsque vous faites une série au sol, par exemple, qui va durer globalement 1 minute 30, eh bien vos différents mouvements doivent être efficients. Si je prends des exercices comme le handstand
ou la petite bascule, je m'étonne toujours de voir une mise en application de ces exercices avec de la vitesse, avec de la fatigue, avec un grand nombre de répétitions, très tôt dans un cycle d'apprentissage du CrossFit. Et ici, je ne parle même pas de la technique qui, ici, en CrossFit, n'est pas jugée, puisque pas codée, et encore moins chez les non-compétiteurs. Et ce n'est pas que sur la difficulté des exercices que l'on n'utilise pas ou qu'on oublie d'utiliser ce principe de progressivité. Parfois, c'est également sur simplement le nombre de répétitions. Sous prétexte que le mouvement est simple, on peut faire beaucoup de répétitions. Mais le mot « beaucoup », selon certains WOD, donc les Workout of the Day, qui sont les phases d'entraînement pures dans une séance de CrossFit, peuvent parfois dépasser une centaine de répétitions. Or, c'est une chose de maîtriser le mouvement à vide, mais c'en est une autre de le répéter une centaine de fois, même à vide. Pour l'anecdote, je connais quelqu'un qui a été faire sa première séance de CrossFit, sa séance découverte, où elle s'est vue attribuer 150 soulevés de terre à faire avec barre à vide. Alors oui, barre à vide, mais une barre à vide féminine, c'est quand même 15 kilos. Donc 15 fois 150 soulevés de terre alors que vous venez pour une séance découverte, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Alors vous allez me dire que ça, bien c'est la faute du coach et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Attendez, j'y viens. Ici, cet exemple illustre juste le manque de progressivité. Pour avoir moi-même expérimenté du CrossFit dans 3 boxes différentes, j'ai vu et subi ce manque de progressivité. Alors je ne dis pas que c'est facile, puisque lorsque vous êtes encouragé par toute la team autour de vous, eh bien vous avez tendance à vous surpasser. Vous voulez être fier de vous, vous voulez vous prouver que vous êtes capable d'aller le plus loin possible. Et bien sûr, ce positionnement, c'est à la fois une force et une faiblesse. Vous êtes capable de vous dépasser jusqu'à ce que le dépassement de soi devienne délétère. Donc comment faire pour éviter ces problèmes de progressivité? En réalité, il y a un double travail à faire. D'un côté, le pratiquant doit comprendre quel est son niveau et comprendre que le CrossFit n'est pas un simple sport, c'est un sport complexe qui est extrêmement diversifié. Et cette diversification est justement le deuxième principe qui commence à poser problème dans le CrossFit que l'on verra juste après. Donc le pratiquant doit accepter de ne pas avoir le même niveau que la personne qui s'entraîne à côté de lui. Vous pouvez être très bon à faire du snatch et parallèlement à ça, vous entraînez encore pour faire une traction. Donc non seulement vous avez votre propre niveau par rapport aux autres, mais vous avez aussi un niveau différent dans chaque mouvement et dans chaque discipline qui constitue le CrossFit. Et parallèlement à ça, vous avez le job du coach, qui lui doit accepter que la séance ne va pas spécialement se passer comme il l'avait espéré, avec 15 personnes qui arrivent dans sa box, qui vont effectuer tous les 15 le même mouvement et la même répétition, puisqu'il l'espère qu'ils aient le même niveau. Il faut qu'il ait dans sa tête une multitude d'adaptations possibles à chaque mouvement, des adaptations en termes d'énergie dépensée sur chaque mouvement, et bien sûr, accepter que les objectifs soient différents et proposer différents objectifs aux pratiquants. Alors bien sûr, ça demande du travail. Ça demande une bonne préparation. Comme je vous l'ai dit juste avant, là où il y a une force, il y a généralement une faiblesse. La force du CrossFit, c'est de faire énormément de mouvements dans tous les sens. Presque dans tous les sens. Mais à force d'être partout, eh bien vous êtes nulle part. Le corps fonctionne en répétition. Plus vous répétez, plus il apprend. Et le problème dans le CrossFit, c'est puisque vous avez beaucoup de mouvements, vous devriez dépenser énormément de temps à répéter beaucoup de mouvements. Et on en revient au principe de progressivité. La force du CrossFit, c'est d'avoir beaucoup de mouvements. Mais puisque vous avez beaucoup de mouvements, vous devez dépenser beaucoup plus de temps pour un meilleur apprentissage qui va du coup être beaucoup plus long au regard de la gymnastique. La gymnastique propose beaucoup de mouvements différents, comme le fait le CrossFit. Il faut donc accepter d'avoir un apprentissage long terme. Vous comprenez qu'on est face à un dilemme dans le CrossFit. Pour pouvoir évoluer mon niveau, soit je dois passer beaucoup plus de temps à la salle pour répéter mes mouvements, soit je dois diminuer le nombre de mes mouvements pour pouvoir me focaliser sur les mouvements qui me demandent le plus de répétitions. Mais dans ce cas-là, je vais instaurer un gap entre les mouvements que je vais pratiquer beaucoup et qui vont donc évoluer, et ceux que je ne vais pas répéter beaucoup et qui vont stagner. Le triptyque nombre d'entraînements, besoin de répétition et principe de progressivité commence à s'exprimer de manière ultra complexe dans le CrossFit.
La solution maintenant serait de proposer à chaque pratiquant un certain nombre de mouvements à ne pas dépasser selon un certain timing. Et là, bien sûr, je laisse les coachs de CrossFit réfléchir comment ils pourraient mettre en place ce système dans leur box. Mais imaginez un pratiquant qui va démarrer sa saison 2024 avec un tableau personnel dans lequel il va retrouver les différentes progressions qu'il va y avoir durant cette année-là. Sur le mouvement 1, il est à telle progression, sur le mouvement 2, il est à telle progression, sur le mouvement 3, etc. Et le coach va lui expliquer que pendant 6 mois, il ne peut pas aller au-delà de cet exercice. C'est son maximum, c'est son objectif. Tout ce qu'il y a en dessous, ce sont des exercices qu'il peut pratiquer parce qu'il les maîtrise et parce que maintenant, son corps a suffisamment répété que pour intégrer le principe d'apprentissage. Si chaque pratiquant a son tableau personnel, ça veut dire que votre WOD va pouvoir s'adapter automatiquement à chaque pratiquant parce que ceux-ci vont pouvoir adapter chaque fois de manière autonome l'exercice en question. C'est un travail qui doit être fait par le coach, pour le pratiquant, pour que la séance se déroule de la manière la plus personnalisée possible, sans pour autant que cela ne demande trop de temps au coach en termes d'adaptation immédiate sur le terrain et qu'il dépense le moins d'énergie possible à adapter, puisque l'adaptation se fait de manière autonome, mais bien sûr, lui va pouvoir prendre du temps pour corriger et adapter si besoin. Le principe de récupération veut dire ce qu'il veut dire. Lorsque vous dépensez votre énergie, vous n'avez pas d'autre choix que de bien vous hydrater, que de bien manger et que de bien dormir pour pouvoir récupérer au maximum. On a longtemps critiqué le monde du fitness avec son adage « no pain, no gain ». Et bien que cet adage pourrait être discuté parce qu'il a une part de vrai et une part de faux, il semble surtout qu'on le retrouve énormément dans le monde du CrossFit. Et je rajouterais même que ce n'est pas que dans le monde du CrossFit que l'on voit ça, c'est un petit peu dans tous les sports, mais puisque l'objectif de cette vidéo est de parler du CrossFit, concentrons-nous là-dessus. Le problème que j'observe, c'est que beaucoup de personnes se prennent pour des crossfitters compétiteurs alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je vous rappelle juste que le pourcentage de compétiteurs dans le monde est plus ou moins aux alentours de 5 à 10%. Et si on retient là-dedans que les professionnels, eh bien on se rend compte que 95% de la population ou 95% de la population n'a pas besoin de rentrer dans un processus de sportif obligatoire, de dépassement de soi H24, puisque c'est tout simplement pas leur métier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire de CrossFit. Je dis juste que 95% de la population du CrossFit devrait se rendre compte que cela reste une passion, une activité annexe à leur vie et qu'il faut voir la pratique de cette activité sur du long terme. Et pour le long terme, vous êtes obligé de penser au principe de récupération. En fitness, c'est la même chose. Combien de fois on voit des pratiquants venant pour un objectif de prise de masse s'entraîner 5 à 6 fois par semaine en étant chaque fois à la recherche de l'échec musculaire. Ils sont dans le faux, tout comme le crossfitter qui s'entraîne 5 à 6 fois à haute intensité par semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les résultats que vous cherchez à obtenir arrivent et s'exécutent lors des phases de repos. C'est durant les phases de repos que le corps s'adapte pour pouvoir répondre aux différents stimulus ou différentes contraintes qu'il va subir lors des prochains entraînements. C'est dans le repos qu'on évolue. Et je ne compte plus le nombre de crossfitters qui sont tous les jours à la salle, et ça je le tiens de sources sûres, qui sont tous les jours à la salle pour s'entraîner, et leurs entraînements vont chercher des intensités relativement hautes dans lesquelles le repos n'est plus respecté. Après, je le répète, ce n'est pas que dans le CrossFit, mais cette vidéo tourne autour du CrossFit. Mais on remarque quand même une pensée issue du monde du CrossFit qui demande ou qui demanderait à chaque pratiquant de se dépasser toujours plus, et ça chaque jour. Avec cette fameuse phrase « Au fitness, ils utilisent des machines. En CrossFit, c'est nous les machines. » Eh bien, n'oubliez pas qu'une machine, ça s'use et que de temps en temps, il faut la remplacer quand elle a été trop utilisée. Une machine demande de l'entretien, et l'entretien du crossfitter, c'est un bon repos qui passe par une bonne hydratation, une bonne nutrition, un bon sommeil et surtout une bonne gestion de l'effort et de l'intensité sur du long terme. Donc la solution pour éviter de tomber dans cette surenchère de l'entraînement, eh bien elle est relativement simple.
Le pratiquant doit comprendre que c'est dans le repos qu'il évolue. Le coach doit comprendre que c'est à lui de mettre le haut là sur certaines personnes qui ont tendance à en faire trop. Le coach doit être là pour réguler les entraînements des pratiquants, qu'ils soient compétiteurs ou non compétiteurs. Alors je le répète, vous pouvez venir tous les jours à la boxe si vous le désirez, mais les entraînements que vous allez y faire ne doivent pas tous être de haute intensité. Le corps a besoin de repos si vous voulez éviter la blessure. Et en parlant de blessure, je vous amène sur le quatrième principe qui est le principe de rigidité. Ce paragraphe concerne plutôt la vision que l'on a dans le laboratoire dans lequel je travaille une partie de mon temps, qui est un laboratoire de biomécanique. Pour rappel, je suis préparateur physique indépendant et je travaille également dans un laboratoire de biomécanique, mais qui est également un institut de formation et qui s'appelle Volodalen. Le point central de la vision Volodalen, c'est ce que l'on appelle la pyramide de l'action. Et c'est à travers cette pyramide que l'on arrive à comprendre beaucoup mieux les façons individuelles de bouger et donc de proposer des exercices et des consignes adaptés à chaque personne. En description, vous trouverez les différents liens des formations si ça vous intéresse et surtout la description du laboratoire. Grâce à cette pyramide de l'action, on comprend assez facilement que certaines structures sont capables de rigidifier beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, notamment grâce à certaines préférences et à certains réflexes archaïques. Autrement dit, certaines personnes préfèrent l'extension, donc sont relativement rigides pour pouvoir donner du rebond à cette extension. Et si vous rajoutez à ces personnes certains réflexes archaïques, notamment des réflexes archaïques d'extension, eh bien vous avez un système qui à la base est optimisé parce que c'est un élastique, vous tirez dessus, il renvoie de l'énergie, eh bien cet élastique commence à être rigide. Et un élastique qui ne supporte plus son élasticité et qui devient rigide, eh bien perd ses fonctions premières. Alors par définition, les gens qui sont en extension, qui ont besoin de rebond et qui sont relativement rigides, eh bien ont plutôt du mal à fléchir dans le sol. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'y arriver et qu'ils n'y arriveront jamais. Ça veut dire que leur point de départ n'est pas du tout équivalent à une personne qui peut facilement fléchir dans le sol parce qu'elle a une grande mobilité au niveau articulaire et tissulaire. Et puisque le CrossFit utilise des règles qui viennent de l'haltérophilie, eh bien vous comprenez que certaines personnes, les fameuses personnes plus rigides, eh bien auront du mal à descendre sous la parallèle. Alors vous allez dire que il suffit d'aller créer de la mobilité pour permettre à ces gens de descendre sur la parallèle. Eh bien malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, parce que le système nerveux n'acceptent pas aussi facilement que cette mobilité s'installe. Pourquoi? Eh bien simplement parce que leur rigidité dans certaines situations est une force, et malheureusement, comme j'arrête pas de le répéter, là où il y a une force, il y a une faiblesse, eh bien dans certaines situations, cette rigidité devient une faiblesse. Le corps ayant choisi un style d'extension et puis surtout des réflexes archaïques venant perturber le système nerveux, vous avez beau faire la mobilité que vous voulez, vous n'obtenez pas exactement ce que vous cherchez. Donc vous allez forcer sur le corps, vous allez forcer sur les articulations. Vous comprenez bien qu'une incohérence s'installe dans le mouvement et potentiellement peut vous amener à la blessure. Alors bien sûr, ça demande de comprendre la structure de la personne. Et là, je ne parle même pas de la structure anatomique, je vous parle simplement de la structure tissulaire et de la structure nerveuse. La structure tissulaire serait liée à la rigidité ou à la mobilité d'une personne et la structure nerveuse est plutôt l'expression des réflexes archaïques, à savoir quels sont-ils, par quel stimulus ils sont activés et surtout identifier s'ils posent problème dans certains mouvements. Et là où ça va encore plus loin, c'est que cette pyramide de l'action, elle nous permet de comprendre également pourquoi l'hypermobilité ou l'hyperlaxité, qui dans un principe de flexion vers le bas comme dans un squat profond serait un réel avantage, eh bien peut amener quand même à de la blessure sur certaines situations et dans certaines recherches d'objectifs de mouvement. On parle alors d'excès de mobilité qui amène un manque de stabilité dans
beaucoup de mouvements et qui diminue la possibilité d'amener des charges de plus en plus lourdes, notamment au-dessus de la tête. Puisque votre base est instable, la charge que vous allez mettre par au-dessus est instable également, et donc mettre de la vitesse, de la force, de la précision, de la puissance sur une base qui est instable est beaucoup plus compliqué, voire complètement impossible, en évitant les blessures. Vous l'aurez compris, pour pallier à ce problème, l'idéal serait que chaque nouvelle inscription qui se fait dans une box demanderait un bilan d'entrée, un bilan moteur au niveau des préférences et au niveau des réflexes archaïques pour comprendre le point de départ de la personne et pouvoir immédiatement lui proposer des protocoles qui vont améliorer sa mobilité s'il y a de la rigidité et améliorer son manque de stabilité s'il y en a par excès de mobilité. Alors bien sûr, ces fameux bilans que l'on propose et qui me semblent être une bonne porte d'entrée pour éviter un maximum les blessures sans pour autant les éviter parce que vous savez que la blessure est inhérente au sport sur du long terme, eh bien je sais que cette proposition de bilan peut amener certains remaniements de certaines boxes. Ceci dit, c'est pas parce que ça semble compliqué que c'est impossible à faire et que ça prendrait réellement beaucoup de temps. Par contre, cela bien sûr demande une ouverture d'esprit des coachs et une certaine compétence à pouvoir faire passer ce bilan. Ce qui m'amène directement au dernier point, c'est le principe de non-sens. Pour commencer ce dernier point, je pense ici qu'on est plus face à un problème de société et de business que réellement un problème de coach de CrossFit. Quand vous comprenez que chaque box doit payer plus ou moins 3 000 $ par année pour être affilié à la marque CrossFit, que chaque week-end de formation vous coûte 1 300 $ et qu'en fonction de la salle que vous avez, vous allez payer entre 100 000 et 200 000 $ au niveau matériel, auquel bien sûr vous devez ajouter la location ou l'achat de la salle, vous comprenez pourquoi les abonnements sont si chers. Mais ici, ce qui fait non-sens, ce n'est pas tant l'affiliation que vous devez payer parce que dans le monde du fitness, vous avez la même chose avec les Mills par exemple. Ce n'est pas non plus la location de la salle parce que ça, évidemment, ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas non plus l'investissement que vous devez mettre dans la salle en termes de matériel, puisque ça me semble évident que d'avoir du bon matériel permet une bonne progression. Et puisque dans le monde du fitness, quand vous avez une salle d'une quarantaine de machines, chez Panata par exemple, vous êtes plus ou moins à un parc qui coûte 800 000 $. Non, ce qui fait pas de sens ici, c'est de pouvoir enseigner du CrossFit après seulement 2 week-ends de formation. Alors oui, ce n'est pas pareil partout. Aux États-Unis et au Canada, selon les dernières informations que j'ai pu lire, eh bien, après le level 1, vous pouvez ouvrir une box et enseigner. Donc je répète, après 14 heures de formation, vous pouvez ouvrir votre box, accueillir des pratiquants qui n'ont potentiellement jamais fait de sport et leur donner des conseils sur le mouvement et la santé. En France, c'est un petit peu différent. Il me semble qu'il vous faut minimum le level 2, donc 2 week-ends de 14 heures. Vous devez également avoir un papier style BPJEPS, donc un brevet d'état lié au sport. En Suisse, il me semble qu'il faut le level 2, donc les 2 premiers niveaux du CrossFit pour pouvoir ouvrir votre box. Cela ne fait quand même que 4 jours de formation. Donc je répète encore une fois, quelqu'un qui a fait coiffure toute sa vie et qui a pratiqué le CrossFit en même temps peut décider du jour au lendemain d'arrêter son métier de coiffeur et d'ouvrir une box après 4 jours de formation. Alors bien sûr, heureusement, je connais pas mal de coachs qui sont extrêmement bien formés en sport avant même de s'être dirigés vers les différents niveaux de CrossFit que l'on pouvait utiliser. Et donc lorsqu'ils ouvrent leur box, ils ne sont pas juste formés par le CrossFit, ils sont formés avant tout par l'université ou par les autres écoles de sport, donc ils connaissent le mouvement, ce sont des coachs, ce sont des préparateurs physiques, ce sont des entraîneurs déjà avant même de mettre les pieds dans du CrossFit. Mais ce qui me tue, c'est cette législation qu'il y a autour du CrossFit. En même temps, quand vous savez qu'en 2021, le monde du CrossFit a engendré 4 milliards de $, vous comprenez que ce n'est pas d'aussitôt que les règles vont changer.
La seule solution ici que je peux vous donner, c'est que les coachs doivent absolument être formés le plus possible. Et ce, avant même d'ouvrir une box. Et puis aux pratiquants, je leur dis de se renseigner un maximum sur les réelles compétences du coach, pas les compétences Instagram. Faites également attention à l'effet gourou. L'effet gourou signifie ici simplement que parce que j'ai pratiqué du CrossFit pendant 5 ans, je suis automatiquement un bon coach en CrossFit. Un pratiquant de CrossFit n'est pas un bon coach de CrossFit. Un coach de CrossFit, c'est d'abord un coach. Un bon coach de CrossFit vous écoute. Il n'essaye pas de vous faire rentrer dans sa case, il essaye de comprendre qui vous êtes pour pouvoir adapter au maximum. Et si cette personne est tout ça avant même d'ouvrir sa box de CrossFit, alors, à mon avis, vous êtes face à un bon coach de CrossFit. Et si par-dessus, il peut exceller lui-même dans le CrossFit, alors son retour d'expérience est extrêmement important. Il faut avant tout qu'il ait soif d'apprendre, qu'il veuille donner le meilleur à ses pratiquants, tout en comprenant que la santé prime sur la performance, tant que la compétition n'entre pas dans l'équation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter CrossFit en commentaire pour me montrer que vous êtes encore là. Prenez bien soin de vous et bon entraînement à tous. Ciao!